Nos deux invités débatteurs du dimanche, nous sommes avec William T. Bonjour à vous. Rapprochez-vous de votre micro, s'il vous plaît. J'ai envie qu'on vous entende. C'est important qu'on vous entende ce matin. Vous êtes le président du think tank Le Millénaire. Nous sommes avec Nicolas Corato. Bonjour. Bonjour. Fondateur du think tank Place de la République. Place de la République et Nicolas Corato plutôt à gauche. Le Millénaire plutôt à droite. Je le dis pour résumer, camper les personnages. Ce gouvernement Barnier qui se constitue en ce moment même, les rencontres qui continuent. Michel Barnier qui a reçu hier l'ancien ministre Jean-Louis Borloo. Michel Barnier qui continue ses consultations. Est-ce qu'on peut avoir des surprises ? Tiens, je le lis dans le journal du dimanche. Ségolène Royal ne parle plus aux médias. C'est donc signe qu'on peut plus tout à fait exclure qu'elle puisse entrer dans le prochain gouvernement. Ce serait une bonne nouvelle ou pas pour l'homme de gauche que vous êtes, Nicolas Corato ? Que Ségolène Royal entre au gouvernement ou qu'elle n'y entre pas ? Qu'elle entre. Je veux dire, pour l'homme de gauche que je suis, c'est indifférent. Pourquoi ? Je veux dire qu'elle y entre ou qu'elle n'y entre pas, c'est indifférent. Je pense que Ségolène Royal a depuis longtemps quitté le centre de gravité de la gauche. Ségolène Royal n'est plus une femme de gauche pour vous ? Elle est certainement une femme de gauche qui a un parcours qui est très respectable. Mais je pense simplement qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, elle poursuivait surtout des ambitions plutôt personnelles que collectives à gauche. Bon, la gauche qui a montré aussi ses divisions hier à la fête de l'humanité, c'est la grand-messe de toute la gauche. Tout le monde y est invité, de la France Insoumise au Parti Socialiste, en passant par l'EPC, les purgés de la France Insoumise. François Ruffin qui a été hué par les militants insoumis, ça vous a surpris ou pas, Guillaume T ? Oui, juste sur Ségolène Royal, moi je pense que le point essentiel de Michel Barnier, c'est de voir comment il constitue son gouvernement. Est-ce que ça apparaît comme un gouvernement RPF, UDF à l'ancienne, en gros, alliance de la droite et du centre, ou d'union nationale ? D'union nationale. Et je pense que la clé, c'est de savoir s'il peut avoir des gens comme Ségolène Royal, Manuel Valls et Montebourg qui donnera une autre coloration et qui le remettra dans les pas des girons gaullistes plutôt que sur démocrates chrétiens qu'on a connus par exemple à la Commission européenne. Arnaud Montebourg, ce serait une bonne solution pour l'homme de droite que vous êtes ? Moi je pense qu'il faut mettre des gens qui sont pragmatiques et qui sont capables d'apporter des solutions pour l'intérêt du pays, comme ce qu'on a connu pour les Jeux Olympiques, avec une présidente de région de droite, une maire socialiste, un président centriste. Ensuite, après, pour revenir sur Ruffin, oui, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'on a une évolution de l'électorat des LFI qui est vraiment radicale. Se dire que Ruffin fait à peu près une erreur, c'est qu'en fait, il essaye d'être un pied dedans et un pied dehors pour un parti qui est sectaire et qui n'est pas ouvert. Et quand vous êtes face à un parti sectaire qui pense le programme avec le programme, qui veut purger, qui pense qu'on peut aller mieux en purgeant le parti, comme ils l'ont fait dernièrement avec Corbière et Garrido, qui étaient pourtant des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, qui l'ont suivi de toujours, qui l'ont suivi, même parce qu'il a quitté le Parti socialiste lors du congrès de Reims, qui opposait à l'époque déjà Ségolène Royal et Martine Aubry. Et je pense qu'en fait, il fait une erreur stratégique. Le point de Ruffin, c'est de savoir comment il trouve un positionnement et quel parti est capable de trouver son positionnement. Aujourd'hui, la France Insoumise a adopté un positionnement clair, qui est tout pour Mélenchon et qui vise un électorat précis avec une politique qui est très précise. Ruffin n'étant pas dedans, n'étant pas cette stratégie, il a que d'autres choix que d'acter sa rupture avec Mélenchon et ça, il doit le faire. Je pense avec une partie des communistes et une partie des autres LFI qui sont partis. Et alors, on rappelle un petit peu le contexte. Cette semaine, François Ruffin a révélé, d'abord a assumé publiquement ses désaccords profonds avec la France Insoumise. Il a accusé la France Insoumise de faire une campagne électorale au faciès, c'est-à-dire ne pas donner les mêmes arguments selon qu'elle rencontrait des électeurs noirs ou d'origine maghrébine et selon qu'elle rencontrait des électeurs blancs tout simplement. Ça a fait scandale, ça a été démenti par la France Insoumise. D'autres propos prêtés par François Ruffin quand même à Jean-Luc Mélenchon qui, moi, m'ont particulièrement choqué. J'ai pas vu de démenti, mais j'ai pas vu non plus de confirmation. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parlait des électeurs d'Hénin-Beaumont qu'il avait tenté de convaincre en 2012, disant, je cite, « Ils sentent presque tous l'alcool de bon matin et ils sont obèses ». C'est quand même, si c'est vrai, c'est quand même particulièrement choquant, Nicolas Corato. Oui, moi, je m'exprime pas sur des propos rapportés dont on ne connaît pas la véracité, mais François... Mais c'est facile, avouez quand même. Qu'est-ce qui est facile ? C'est facile de pas s'exprimer sur ces propos scandaleux. C'est pas parce que François Ruffin rapporte des propos de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais écoutez, interrogez Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis pas capable d'aller témoigner je préfère m'exprimer sur des faits qui sont réels. La question que pose François Ruffin de fond, elle est importante, elle est pas nouvelle à gauche, C'est celle de la prévalence de la question sociale sur toutes les autres questions. Et François Ruffin est un des derniers qui pense que la question sociale emporte tout le reste. Et qu'il faut pas commencer par le féminisme,
les sociétaux, les questions sociétales, qu'il faut pas commencer par la lutte contre les discriminations, mais qu'il faut toujours revenir d'abord à la question sociale et qu'ensuite tout procède du règlement et de la justice sociale. C'est vieux comme la gauche, mais finalement c'est aujourd'hui minoritaire. Quand on regarde l'échiquier à gauche, NFP, le Parti socialiste. C'est minoritaire à gauche même. Oui, à gauche même. Le Parti socialiste s'occupe plus de problèmes sociétaux, l'écologie bien entendu, de problèmes écologiques, et LFI de lutte contre les discriminations. Finalement, la question sociale à gauche, elle est résiduelle aujourd'hui, pour reprendre peut-être un élément de langage. Effectivement, et vous le déplorez en tout cas pour votre part. On va ensuite parler du gouvernement, donc c'est pour ça. Mais juste sur les propos de Mélenchon, au vu de comment il s'exprime par rapport à certains journalistes, vu comment il s'est exprimé lorsqu'il était candidat aux élections législatives face à Marine Le Pen, des électeurs de Marine Le Pen, et comment s'exprime tout son camp sur les électeurs de Marine Le Pen, on ne sait pas si les propos sont vrais ou pas, mais ils sont plausibles. Et en fait, ils reflètent l'état d'esprit de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la France insoumise, qui considère que tous les électeurs de Marine Le Pen, en gros, sont quasiment des gros beaufs, des ploucs, et qu'en fait, ils méritent pas d'être sauvés. Après, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on a envie de croire? C'est deux choses différentes. Non, mais quand on regarde, la seule question, c'est est-ce que François Ruffin a pu mentir en décrivant ses propos? Je pense pas qu'au vu du bonhomme, ce soit un menteur. Voilà, on faut être tout à fait honnête. Et quand on regarde surtout le discours qu'ils ont tenu et comment ils traitent à chaque fois qu'il y a une personne qui vote Rassemblement National, comment ils le traitent personnellement, on voit bien qu'ils le considèrent quasiment comme un électeur de seconde catégorie. C'est pas pour autant que Marine Le Pen dit il faut à minima respecter les électeurs du Rassemblement National ne sont pas des parias. Et c'est un ensemble de points qui montrent en fait que pour une grande partie de la gauche, comme ils ont perdu la classe ouvrière, ils ont perdu la classe moyenne paupérisée. En fait, ils préfèrent les dénoncer, les insulter et les mépriser plutôt qu'essayer de leur parler. Petit rappel de contexte, Jean-Luc Mélenchon, en 2012, pourquoi il parle d'Hénin Beaumont et de ses électeurs? En 2012, juste après la présidentielle, il avait tenté d'ailleurs courageusement, faut le dire, d'aller affronter Marine Le Pen à Hénin Beaumont législative. Mais vous savez, alors encore une fois, c'est compliqué de commenter des reprises de paroles des uns et des autres. Mais pardon, on a en mémoire aussi les Cendants dans le livre de Valérie Trierweiler. Ça, c'était François Hollande. Mention prêtée à François Hollande. Et puis, on peut en prendre aussi à droite. C'est pas nouveau, ces propos de campagne. Je me souviens pas qu'on n'en ait pas parlé précisément parce que c'était des propos rapportés à l'époque. C'est pour ça que je me le permets. On en a parlé beaucoup, descendants, alors que l'intéressé a toujours démenti. Là aussi, je pense que parlons de choses factuelles. Parlons de choses concrètes et directes. Maintenant qu'on a parlé de la gauche, c'était important de parler quand même des divisions à gauche en pleine fête de l'humanité, alors que c'est la principale opposition et la plus déterminée à ce gouvernement Barnier. Ce gouvernement Barnier ouvert donc à des hommes de gauche, mais à d'autres hommes. On sait à ce stade, a priori, qu'Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes, a refusé un poste ministériel. On sait que les consultations continuent. Est-ce qu'on est vraiment dans le retour de l'ancien monde pour vous? Quand je vois Jean-Louis Borloo, Ségolène Royal, Laurent Wauquiez, Nicolas Corato. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est Goodbye Lénine. Je viens de me réveiller. Je sors du coma. La RDA est toujours en place et mes enfants font en sorte d'organiser une sorte de cirque Potemkin pour me faire oublier que finalement j'ai laissé passer 20 ans de ma vie. Sauf que Lénine est le seul à vouloir censurer ce gouvernement. C'est Goodbye Lénine à droite, ce gouvernement. Non mais franchement, ces gens qui reviennent. Oui. Je ne vais pas dire d'outre-tombe, mais d'outre quelque chose. D'outre Macronie en tout cas. Et qui pendant 20 ans, je pense notamment au parti LR, n'ont eu aucune idée nouvelle. N'ont pas réussi à convaincre, puisque d'ailleurs, d'une certaine manière, électoralement, ils sont arrivés très largement derrière les autres. N'ont pas participé au Front républicain, qui est peut-être la seule chose dont on s'accorde à dire qu'elle a un sens dans le scrutin qui s'est déroulé. Michel Barnier est un homme tout à fait respectable et certainement un grand homme d'État, mais franchement, personne en France ne peut dire aujourd'hui qu'il attendait Michel Barnier comme Premier ministre. Donc, pardon, moi j'ai l'impression qu'on revient, vous avez cité le RPR et l'UDF, oui, ça a une jolie odeur d'années 80-90, c'est pas pour me déplaire sur le clivage droite-gauche, mais je ne suis pas persuadé, mais moi ça importe peu, mais je ne suis pas persuadé que ça corresponde, et je ne sais pas ce que voulaient dire les Français le soir du second tour, mais certainement pas ça. Donc, rendez-moi, si vous voulez, moi je suis très content de la Macronie. Non mais rendez-moi, non pas la Macronie, je suis très content qu'on revienne aux années 80, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, c'est formidable, mais il faut qu'on se réveille. On est en 2024.
Non, mais il y a plusieurs points dessus. Le premier paramètre, quand même, c'est de dire que les Français, quand même, ont peut-être que le nouveau monde était attendu, mais finalement, il n'a pas rempli ses objectifs. Il faut quand même se rappeler que Emmanuel Macron, lorsqu'il avait été élu, avait fait la une du Times en disant qu'il pouvait devenir le prochain leader de l'Europe si par cas il arrivait à gérer la France. Il a réussi ni à gérer la France, ni finalement à imposer la France comme le leader européen. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on appelle les réformes nécessaires pour nous remettre sur le premier plan, devenir le premier pays d'Europe et retrouver une crédibilité, nous replacer dans le concert des nations. Aujourd'hui, les Français, malheureusement, se disent que l'ancien monde avait quand même des vertus, notamment dans la mesure où il était capable de pouvoir décrypter et pouvoir analyser une situation et pouvoir y répondre, certes de manière incomplète, mais en tout cas pouvoir y répondre partiellement. Et si par cas on doit leur faire un choix préférentiel entre l'ancien monde et le nouveau monde, peut-être qu'ils ont préféré une option pour l'ancien. Ensuite, après, quand on regarde sur les sujets dits traditionnels et sur les politiques publiques à mener, effectivement, les Républicains n'ont pas mené en ce qu'on appelle une révolution comme Sarkozy l'avait fait en 2007 ou Jacques Chirac en 95 avec la fracture sociale. Mais peut-être que aussi une partie du diagnostic porté par LR n'a jamais été mise en place. Est-ce qu'on a enfin réformé la structure de l'action publique de l'État, ou est-ce qu'on a laissé filer les déficits, les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires, et qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui on est face à un mur financier et la France est l'homme malade de l'Europe sur le plan sécuritaire et sur le plan migratoire. On arrive sur une situation où on arrive sur une barbarisation de la société et que maintenant... Barbarisation. Oui, je pense, notamment avec les émeutes dernières qui ont montré que les crimes étaient de plus en plus jeunes et qu'il y a des gens qui se baladent malheureusement avec des couteaux pour se balader dans la rue. C'est pas une civilisation ou c'est pas une démocratie libérale. Et enfin, sur le plan migratoire, c'était des sujets qui étaient annoncés depuis très longtemps et vous avez raison, mais c'est le cas également pour les autres pays européens et c'est pas pour autant que ce ne sont pas des pays novateurs. Ce que je trouve un truc comme le nouveau monde, ce que je trouve savoureux, c'est que vous parlez d'un programme qui est issu du pacte législatif. Oui. C'est savoureux. Le programme des LR a été présenté après les élections. C'est-à-dire voilà un parti qui est allé devant le peuple sans programme. Et qui ensuite, constatant... Ils ont connu des turbulences exotiques, mais pas de choix. Et qui ensuite, constatant qu'il y avait peut-être un trou de souris pour prendre Matignon, a sorti de derrière les fagots un pacte législatif. J'appelle vos auditeurs à en prendre connaissance, qui est d'une indigence, pardon. On a beaucoup critiqué la légèreté du programme du nouveau Front Populaire, et pourquoi pas, mais allez voir le pacte législatif de Laurent Wauquiez. Mais quand je dis Goodbye Lénine, c'est un document qui a 30 ans d'âge. C'est un document qui ne prend même pas en compte les éléments que vous venez de citer. Non, mais vous pouvez pas dire que c'est un vieux programme et en même temps ils l'ont balancé après. Donc soit c'est le programme historique à droite, soit c'est... Non, mais attendez, quand on va aux élections, on y va, je dirais, avec un programme. D'un autre côté, on peut dire d'une part que les Républicains sont les premiers à avoir fait l'effort de proposer des compromis dans cette Assemblée où il n'y a pas de majorité. La gauche n'a pas voulu le faire, c'est un fait. Désolé, Nicolas Corato. Deuxième point, mais... Non. Arrêtez avec cette fable. Emmanuel Macron n'aurait jamais nommé un Premier ministre de gauche. Jamais. Il faut arrêter avec cette fable urbaine. C'est pas vrai. Mais même Cazeneuve, c'était un leurre. C'était un leurre. Et nous sommes tous en train de tomber là. Jamais Emmanuel Macron n'aurait nommé un Premier ministre de gauche. Il faut arrêter avec cette fable. Le soir du second tour, du haut de ses près de 200 députés, seulement dit tout le programme, que le programme du nouveau Front Populaire s'appliquera même par décret. Pardon, mais c'était pas une recherche de compromis. Et vous croyez qu'il va gouverner comment, Monsieur Barnier ? Vous croyez qu'il va pas gouverner par décret ? En tout cas, non, pas projet de loi. On verra. Non, mais attendez, sur l'ensemble des priorités pour l'instant qui étaient... D'abord, Monsieur Barnier, il serait temps qu'il nomme son gouvernement, parce que je dis simplement, on est déjà à 2 mois après le second tour. Non, mais attendez, tout le monde parle, tout le monde commente. Non, tout le monde parle, tout le monde commente. On n'a toujours pas de gouvernement. C'est justement pour ça qu'on en parle, et ce sera la question que je vais vous poser à l'un et l'autre, parce qu'on arrive malheureusement au terme de ce débat. Mais la revanche sera la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Combien de temps ce gouvernement peut tenir ? Marine Le Pen dit 8 mois, et ensuite on retourne aux élections. Ça peut pas durer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord, William T, oui ou non ? Moi, je fais un pronostic. Le gouvernement tiendra jusqu'aux prochaines élections. Non, mais ça, on est d'accord. Ensuite, non, s'il tiendra 1 an, et qu'ensuite, après, Macron sera obligé de dissoudre parce que Le Pen obligera le président de la République à voter une motion de censure du nouveau Front Populaire, et je pense que le gouvernement Barnier sera reconduit dans les urnes et obtiendra sa légitimité après dissolution. Pari audacieux, mais pourquoi pas ? Nicolas Corato ? Je suis moins Cassandre que mon voisin. Je pense que c'est celle qui dit qui est, c'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui a les clés. Ouais. Et aussi, malgré elle, je suis d'accord, elle prend un risque, c'est-à-dire aller faire tomber un gouvernement qui, d'une certaine manière, appliquerait son programme. Et je pense que si Monsieur Barnier est intelligent, il l'est. Eh bien, il va appliquer, et c'est bien ce que je crains, une grande partie du programme du Rassemblement National pour éviter d'être censuré par ce même Rassemblement National. Bon, on reparlera de tout ça un petit peu plus tard avec vous, pourquoi pas. Merci beaucoup. William T, président du think tank Le Millénaire, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République.